compris certaines centrales en France d'ailleurs, sont en train de s'interroger sur le recours au modèle du grossiste. Le modèle du grossiste, vous le connaissez si vous recourez à l'UGAP notamment, puisque c'est le modèle d'achat-revente. C'est l'UGAP qui passe les procédures, qui signe les marchés, qui les notifie aux fournisseurs, qui en assure l'ensemble de la sécurité juridique, qui en assure l'ensemble de l'exécution, y compris tous les ajustements et évolutions en cours de contrat, et qui en assure une totale responsabilité en matière d'engagement et de volume. Ce qui veut dire qu'au regard du droit, toute personne publique aujourd'hui peut, sans aucun dispositif d'adhésion, ni de signature d'une quelconque convention, recourir à la centrale d'achat grossiste par le modèle traditionnel du bon de commande, dès lors que cette personne, bien sûr, est éligible au recours à la centrale d'achat. Et c'est un point que nous vérifions d'ailleurs, nous, systématiquement, lorsque nous rencontrons une nouvelle demande d'opérateur public ou privé. La centrale d'achat intermédiaire agit pour compte de. Ce qui veut dire aujourd'hui, de manière très claire et juridiquement, que toute personne publique qui achète, entre guillemets, un cadre juridique et qui le signe et qui l'exécute doit être obligatoirement partie prenante à l'accord cadre qui a permis, j'allais dire, la mise à disposition de ces marchés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, un accord cadre est un système clos, un système fermé. Soit les personnes publiques sont citées dans cet accord cadre et ont exprimé un besoin et ne peuvent plus d'ailleurs assouvir ce besoin ou répondre à ce besoin autrement que par le résultat de cet accord cadre. Et dans ces cas-là, ils ne peuvent recourir ni à une autre centrale d'achat, ni procéder eux-mêmes à cet achat. Soit ils décident à un moment de ne pas, comment dire, éventuellement exprimer leurs besoins au sein de l'accord cadre d'une centrale d'achat agissant en tant qu'intermédiaire. Et dans ces cas-là, ils peuvent soit recourir à la centrale d'achat grossiste librement, via bon de commande, soit réaliser eux-mêmes leurs achats. Je crois que ce point est important, ce qui veut dire que, en conclusion, un même besoin ne peut pas être assouvi librement, à tout moment, tantôt seul, tantôt dans une centrale d'achat grossiste, tantôt dans une centrale d'achat intermédiaire. Il y a un certain nombre de règles que l'acheteur doit bien, j'allais dire, appréhender, au risque sinon de voir éventuellement son marché, celui qu'il a signé, notifié et commencé à exécuter, annulé par un éventuel recours juridique. Pour prolonger ce que disait Sébastien à l'instant, quel est l'impératif, en l'occurrence, à respecter ici? C'est la transparence. C'est la transparence des procédures et c'est la transparence pour les opérateurs économiques. Les opérateurs économiques doivent savoir si l'offre qu'ils ont proposée à une structure mutualisée, à qui s'adresse-t-elle, à qui peut-elle potentiellement s'adresser. Et évidemment, si on fait du forum shopping auprès de toutes les centrales d'achat, ça va être compliqué pour les opérateurs économiques d'avoir une réponse appropriée, adaptée aux besoins en cause. Une observation semblable peut, me semble-t-il, être faite lorsque l'on considère le groupement de commandes. L'exigence de transparence s'impose. Le groupement de commandes, qui figure à l'article 28, alors on pourrait s'interroger sur la structure de l'ordonnance. Je rappelle que dans l'ancien code des marchés publics, le groupement de commandes était présenté avant la centrale d'achat, l'article 8. Et la centrale d'achat là, dans l'ordonnance, c'est inversé. La centrale d'achat est présentée en premier, l'article 26, et le groupement de commandes. Je vous laisse tirer les conclusions de cette prévalence qui est formellement dans les textes donnés à la centrale d'achat. Et c'est-à-dire que la centrale d'achat est le modèle type d'achat mutualisé et que le groupement de commandes serait une variante ou une dérogation à ce modèle type. Je crois que la structuration de l'ordonnance à cet égard, me semble-t-il, n'est pas totalement neutre. Le groupement de commandes, qu'est-ce que c'est? D'abord, c'est un contrat. Il n'y a pas de personnalité juridique au groupement de commandes. C'est un contrat dont l'objet, et cela est clairement rappelé
par l'article 28, dont l'objet est la passation conjointe de marché. L'acheteur pourrait être un peu dérouté, car la rédaction de l'article 28 est plus légère ou moins détaillée que celle de l'ancien article 8 du Code des marchés publics. On ne retrouve pas, par exemple, dans l'article 28, la formule, la prescription suivante, laquelle les membres du groupe doivent s'engager dans la convention constitutive à signer avec le contrat obtenu un marché à hauteur des besoins tels qu'il les a identifiés dans la convention constitutive. Pour autant, est-ce à dire que la prescription qui figurait dans l'article 8 de l'ancien Code des marchés publics n'est plus? Je ne pense pas. En réalité, on peut considérer que les promoteurs de la réforme, les rédacteurs de l'article 28 ont renvoyé à la convention constitutive, à la liberté des parties. C'est en effet la convention constitutive qui va déterminer, cela est rappelé fort opportunément par l'article 28, c'est la convention constitutive qui va déterminer le fonctionnement, les modalités de fonctionnement du groupement. La question qui se pose, qui peut se poser, c'est de savoir si tous membres d'un groupement peuvent également bénéficier de toutes les procédures lancées dans le cadre de ce groupement. Et concrètement, est-ce qu'un membre d'un groupement de commandes qui aurait adhéré au groupement de commandes après que ce groupement de commandes est lancé, par l'intermédiaire, par exemple, du coordinateur, une consultation, peut bénéficier de l'offre concernée, de l'offre correspondante? Peut-on entrer en cours de route, si je puis dire, dans une consultation, peut-on bénéficier en cours de route d'une consultation lancée avant même que l'on ait été adhérent du groupement? Il me semble que la réponse n'est pas favorable. Car lorsqu'on lit clairement l'article 28, il apparaît que les bénéficiaires d'une consultation sont les acheteurs concernés. Les acheteurs concernés, me semble-t-il, ce sont ceux qui auront manifesté avant le lancement de la consultation, volonté, l'intention claire de bénéficier de l'offre qui aura été constituée dans le cadre de ce groupement de commandes. Et en cela, on rejoint la prescription de l'ancien article 8 du Code des marchés publics, à savoir que les membres d'un groupement de commandes, aujourd'hui acheteurs concernés, doivent s'engager à satisfaire le besoin avec l'opérateur économique qui a été retenu dans le cadre de la consultation. En d'autres termes, si, pour prendre un exemple très concret, si une consultation est lancée par un groupement de commandes aujourd'hui le 24 octobre, un adhérent à la convention constitutive qui adhérerait le 26 octobre, a priori, ne pourrait pas bénéficier de l'offre ainsi constituée, car il n'est pas acheteur concerné par hypothèse, puisqu'il n'était pas membre du groupement au moment où la consultation a été lancée. Je crois que là encore, ce n'est pas... la transparence exige que les opérateurs économiques qui vont répondre à un groupement, à une consultation lancée par un groupement de commandes, sachent précisément quels seraient les acheteurs concernés susceptibles de bénéficier de l'offre. La convention constitutive, donc, détermine qui va être coordonnateur, qui va lancer la procédure, étant entendu que ce coordonnateur agit précisément au nom et pour le compte des autres membres. Au nom et pour le compte des autres membres, ça veut dire que les membres en cause doivent avoir finalement mandaté le coordonnateur pour réaliser l'achat en lieu et place, en leur lieu et place. Donc c'est une structure qui offre une certaine souplesse, mais qui ne permet pas finalement de s'affranchir des grands principes, et notamment du principe de transparence. Voilà, je crois que Guillaume a tout dit. Finalement, on se rend compte que la centrale d'achat, notamment dans son modèle intermédiaire et le groupement de commandes, sont finalement deux modèles qui sont relativement proches. J'allais dire, si ce n'est, je crois qu'un nécessite une convention constitutive, ce qui n'est pas le cas de celui de la centrale d'achat qui agit en tant qu'intermédiaire. Elle appelle notamment dans les deux cas, j'allais dire, à une vigilance en matière de système clos et d'engagement
pris par les personnes qui, j'allais dire, intègrent ou s'intègrent, j'allais dire, dans l'un ou l'autre des modèles. Autre modalité autre modalité technique, autre instrument qui permet de rechercher la performance et la préparation du marché, c'est le choix que peut faire l'acheteur pour l'instrument accord-cadre. L'accord-cadre, le droit français ici se conforme à la conception du droit européen de l'accord-cadre, puisque l'accord-cadre est clairement qualifié de marché public, cela est très clairement indiqué dans l'ordonnance. Il y a trois formes d'accord-cadre qui présentent des intérêts majeurs pour un achat performant. D'abord, l'accord-cadre avec marché subséquent. C'est une nouveauté, il y a un travail finalement d'appropriation de ces nouveaux instruments par l'acheteur public. L'accord-cadre peut être exécuté directement avec des bons de commande. L'accord-cadre peut continuer à être exécuté sous forme de marché subséquent lorsque le besoin nécessite d'être précisé. Mais si l'accord-cadre a tout prévu, notamment si toutes les stipulations en vue de l'exécution du marché sont prévues dès le lancement de la consultation, il suffit d'émettre des bons de commande aux opérateurs ou à l'opérateur si c'est un accord-cadre mono-attribué. Et puis il y a une forme hybride, mixte d'accord-cadre. C'est l'accord-cadre qui, pour partie, sera exécuté avec des marchés subséquents lorsque le besoin doit être précisé et pour partie sous forme ou avec émission de bons de commande. Cet instrument mixte présente un élément de souplesse et d'adaptabilité aux besoins. Imaginons une collectivité qui souhaite faire l'acquisition de matériel standard, par exemple le TPC. Elle a des spécifications techniques très précises, très claires, connues parce que le besoin est déterminé, auquel cas l'accord-cadre pourra être exécuté pour la partie des besoins standards à satisfaire par l'émission de bons de commande. Mais imaginons que la collectivité souhaite faire l'acquisition de PC présentant davantage de spécifications techniques particulières, par exemple pour équiper les collèges notamment. Bien, là, il sera possible de préciser son besoin en s'adressant aux titulaires de l'accord-cadre, qui pourront, le cas échéant, être mis en concurrence, précisément en considération d'un besoin particulier. Finalement, le conseil départemental va acheter des PC standards pour ses services administratifs et puis pourra acheter des PC présentant d'autres particularités, d'autres spécifications techniques pour les collèges, pour les établissements d'enseignement. Donc là, il y a un élément de souplesse. Je saurais qu'abonder dans le sens des propos tenus à l'instant par Sébastien Topiac, l'accord-cadre, et cela est très clairement, apparaît très clairement à la lecture aussi bien de l'ordonnance de 2015 que le décret de 2016, que les directives, l'accord-cadre est un système clos, aussi bien du côté des opérateurs économiques que du côté des acheteurs. Pour bénéficier d'une offre constituée dans le cadre de ce marché public particulier, l'accord-cadre, il faut que les acheteurs aient été identifiés. Je rappellerai que cela n'a rien d'inédit, puisque déjà, sous l'empire de la directive de 2004, la Commission européenne, dans une fiche explicative sur les accords-cadres, indiquait clairement que tous les bénéficiaires de l'accord-cadre doivent être identifiés dès le lancement de la consultation. Bénéficiaire, Guillaume, au sens, pour apporter une précision, au sens celui qui signe, qui va signer, exécuter le contrat. Ce qui veut dire très clairement qu'aujourd'hui, au sein des bénéficiaires peuvent se trouver des utilisateurs finaux, hôpitaux, collectivités, ministères, mais également la centrale d'achat, intervenant en qualité de grossiste, un modèle d'ailleurs que l'UGAP utilise régulièrement, ce modèle de l'accord-cadre. La centrale d'achat grossiste s'engageant par définition et par ce modèle à signer, exécuter et prendre l'intégralité de la responsabilité du dit marché issu de l'accord-cadre, charge ensuite bien sûr
à la centrale d'achat grossiste, éventuellement, de faire bénéficier, non pas du contrat, mais bel et bien des produits ou des services ou des travaux qui en découlent, d'éventuelles personnes habilitées à recourir à la centrale. C'est un point important. Je crois que ça va dans le sens de ce que disait Guillaume Malespine, c'est que avant tout système de mutualisation doit donner aux opérateurs économiques une parfaite lecture ou transparence, j'allais dire, des personnes publiques qui vont finalement s'engager dans la signature et le respect des clauses et du contrat donné. Et ça, je crois que c'est aussi important. On a souvent un regard très acheteur sur ces dispositifs. Je crois qu'à un moment où la mutualisation s'accélère et la massification s'accélère, il est de la responsabilité des acheteurs publics de donner à l'ensemble des opérateurs économiques, et notamment aux plus petits d'entre eux, une parfaite visibilité de la procédure, de sa durée, de son contenu, et bien sûr des personnes qui pourront en bénéficier. Merci de ces précisions. Donc nous avons vu là, évidemment très brièvement, les instruments qui permettent, nous semble-t-il, de rechercher ou d'atteindre la performance dès la préparation du marché. Il y a dans les nouveaux textes, dans l'ordonnance et dans le décret d'application, des éléments qui vont dans le sens de cette recherche de performance au stade de l'offre. Au stade de l'offre, et nous voudrions mettre l'accent sur un de ces éléments qui existait déjà, mais qui se trouve ici renforcé, c'est la détection des offres anormalement basses. Les offres anormalement basses sont dispositifs. Le dispositif de détection des offres anormalement basses est prévu par l'ordonnance, article 53, et par son décret d'application, article 60. Ce dispositif, il faut bien en comprendre l'objet. Ce dispositif, il est évidemment destiné à prémunir l'acheteur d'offres qui présenteraient une solidité incertaine, nature à hypothéquer la bonne exécution du marché. Et ce dispositif, il est aussi destiné à protéger les entreprises de concurrents qui seraient un peu prédateurs. Donc c'est vraiment un dispositif qui va dans les deux sens. Il s'agit finalement, là encore, de satisfaire l'exigence de transparence. Alors, le dispositif est bien connu. Il permet à l'acheteur, lorsqu'il suspecte ou il a l'impression d'être devant une offre anormalement basse, de demander aux opérateurs économiques de justifier de son prix, de justifier des conditions d'exécution. Il permet aussi à l'acheteur de demander à l'opérateur économique s'il satisfait bien aux exigences en matière de droit social, de droit du travail. Concrètement, il faut éviter le dumping social. Le dumping social, là, l'offre en basse permettra de le détecter. Et si ces justifications qui sont apportées par l'opérateur économique ne sont pas satisfaisantes ou jugées comme telles par l'acheteur, bien l'acheteur doit rejeter l'offre. Et avant que Sébastien apporte quelques précisions sur ce dispositif des offres anonymes dans le contexte d'offres innovantes, je voudrais préciser que le dispositif des offres anormalement basses peut être conjugué avec le dispositif de l'article 59 relatif au rejet ou à la régularisation des offres. Comment? D'abord, une offre anormalement basse ne peut pas faire l'objet d'une régularisation. Mais encore faut-il que le caractère anormalement bas de l'offre soit établi. Il se peut très bien que l'acheteur soit en présence d'une réponse qui, après analyse, n'apparaisse pas, soit en présence d'une offre qui, après analyse, ne soit pas anormalement basse, mais dont le prix, sans doute un peu erroné, procède d'une erreur matérielle. Et si l'offre présente un prix qui est bas en raison d'une offre matérielle, elle ne doit pas être considérée comme anormalement basse. Il est alors possible de la régulariser
la mise en œuvre de la régularisation de l'offre est possible si son faible prix, n'est pas caractéristique d'une offre anormalement basse, mais procède d'une erreur matérielle, par exemple parce que le bordereau des prix unitaires aura été mal renseigné. Donc, l'offre anormalement basse ne peut pas être régularisée, mais encore faut-il que le caractère anormalement bas de l'offre soit établi, faute de quoi il est possible de régulariser en raison d'une erreur matérielle sur le prix. Je crois que voilà, Guillaume a bien sûr raison, et dans un contexte où l'innovation, où l'achat innovant se développe, c'est vrai que nous voyons arriver, nous en sommes nous-mêmes témoins, de plus en plus d'offres qui finalement révolutionnent également les modèles économiques traditionnels de l'investissement, des offres liées à l'usage, des offres liées à l'abonnement. Et donc je crois que les variantes, même si on en parle beaucoup, peuvent parfois difficilement répondre à ces attentes, et que peuvent surgir au sein des offres des candidats de nouveaux modèles économiques qui ne sont pas potentiellement des offres anormalement basses, mais des offres parfois perçues par certains acheteurs, de plus en plus rares heureusement, comme peut-être anormalement innovantes. Ce qui veut dire que, et nous en parlions en liminaire en introduction, le sourcing est une phase clé qui doit bien sûr conduire à connaître son marché, mais à bien poser le modèle économique recherché au travers de la consultation. Il ne sert à rien d'aller sur un modèle économique traditionnel d'achat ou d'investissement si tous les fournisseurs ont évolué par exemple vers un modèle à l'usage ou vers un modèle d'abonnement. Ce qui pourrait conduire d'ailleurs à une totale incapacité à comparer des prix, considérant que la seule comparaison entre les candidats qui ont répondu peut aujourd'hui s'avérer insuffisante pour démontrer le caractère anormalement bas d'une offre. Je crois que si vous avez deux entreprises qui répondent et toutes deux anormalement basses, elles seront toutes les deux au même niveau, mais elles seront toutes les deux anormalement basses, parce que peut-être qu'une autre offre n'aura pas pu s'exprimer. Donc je crois que la vigilance est importante. Les marchés de services, Guillaume l'a dit, appellent la plus grande vigilance, notamment par rapport à l'emploi de main-d'œuvre et au respect de conditions sociales, de dumping social. C'est assez facile lorsqu'on compare parfois certains prix du nettoyage aux enjeux du salaire minimum, du SMIC. En France, c'est parfois plus compliqué. Donc, un achat peut-être plus professionnel, plus expert, et une phase de sourcing probablement plus complexe qu'elle ne l'était jusqu'à maintenant. Merci Sébastien sur cette éclairage pratique. Évoquons maintenant ce qu'il est possible de faire en vue de la recherche de performance au stade de l'exécution du contrat. Comme vous le savez, c'est une des nouveautés des directives de 2014 et à leur suite les textes de transposition d'encadrer plus, sans doute que par le passé, l'exécution du contrat. Le droit des marchés publics, initialement conçu comme un droit de l'association, devient davantage un droit également de l'exécution. Et à cet égard, il est possible d'anticiper la recherche de performance au stade de l'exécution du contrat. Comment? Eh bien, en anticipant l'adaptation nécessaire du contrat à la vie de celui-ci. Je rappelais en liminaire que le contrat, c'est un instrument vivant. C'est un instrument vivant et les circonstances peuvent justifier qu'il soit adapté précisément. À cet égard, si le principe est celui de l'interdiction des modifications substantielles, il y a des tempéraments 6 limitatifs qui permettent la modification du contrat. Et l'un de ces cas offre à l'acheteur une grande latitude, c'est la clause de réexamen, c'est la possibilité pour l'acheteur d'anticiper dès le lancement de la consultation les événements qui pourraient se produire au stade de l'exécution du marché. Cela doit être établi ab initio, a priori, c'est-à-dire dès le lancement de la consultation. Et c'est un élément de souplesse, puisque les directives et à leur suite, l'ordonnance et le décret, l'article 139 notamment, précise que cette modification du marché en cours d'exécution à travers la clause de réexamen possible, quel que soit le montant. Alors bien sûr, il faut anticiper.
comment anticiper? Eh bien, sans doute à travers l'expérience de la période contractuelle qui s'est achevée. Si je prends par exemple, si je lance une consultation en 2016 sur une offre de service, par exemple, de propreté de bâtiment, et que cette offre constitue, ce contrat constitue le renouvellement d'un contrat préexistant, je peux partir de l'expérience de l'exécution du contrat sur la période 2012-2016 pour procéder à une cartographie des circonstances, des cas dans lesquels le contrat a été exécuté sur la période 2012-2016 pour introduire ces cas de modification dans ma consultation que je vais lancer sur la période 2016-2020. Et grâce à cette cartographie, je suis en mesure de dire aux opérateurs économiques, eh bien, l'exécution du contrat peut être confrontée à telle situation, à telle circonstance, auquel cas le contrat pourra être modifié en cours d'exécution sans qu'il y ait un avenant nécessaire. Là encore, c'est l'exigence de transparence. L'opérateur économique ne pourrait pas prétexter l'occurrence de ce cas pour ne pas exécuter le contrat. Il ne peut pas le faire puisque cela a été contractualisé. Cela a été contractualisé dès l'origine. Voilà un instrument qui répond à l'exigence d'adaptabilité du contrat. Alors l'exigence d'adaptabilité du contrat, elle est bien connue dans les délégations de services publics, aujourd'hui concessions de services publics. Nous constatons ici qu'elle fuse au stade, au sein des marchés publics. Voilà à grands traits les principaux outils qui nous paraissaient devoir être exposés et qui, nous semble-t-il, en tout cas c'est comme ça que nous les concevons à l'UGAP, permettent de concilier la performance de l'achat et l'exigence. Bien sûr, nous sommes disponibles pour répondre aux questions. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux pour la présentation. On va maintenant passer à la séance de questions-réponses que vous êtes nombreux à attendre. J'ai déjà reçu un certain nombre de questions au cours de la présentation. J'invite les autres à les poser dès à présent dans la fenêtre questions qui se trouve sur la droite de votre écran. On va essayer d'y consacrer quelques minutes. Alors, la première question qui datait en fait du début de votre présentation était, en matière d'innovation, comment permettre aux startups d'accéder au marché public au regard du risque financier notamment? Alors, c'est une question qui est presque Guillaume destinée. Enfin, une véritable innovation. Je crois que, par définition, tout achat public est une prise de risque, qui plus est lorsqu'il s'agit d'achats innovants. Je crois que c'est bien aussi le rôle de la centrale d'achat aujourd'hui, qui proposons à de nombreuses personnes publiques des offres innovantes sur lesquelles nous prenons nous le risque de les exécuter. Alors ça nécessite beaucoup de travail de sourcing, la mise en place d'outils de vigilance sur l'entreprise. Alors pas son effectif et son chiffre d'affaires, ce qui n'a aucun intérêt pour une start-up, mais bien son fondateur, ses cofondateurs, ses reconnaissances, ses levées de fonds, les investissements de fonds d'investissement. C'est un très gros travail préalable qui doit à un moment permettre, j'allais dire, de lancer, parfois des marchés négociés d'ailleurs, sans publicité ni mise en concurrence sur brevet, qui doivent permettre en tout cas de limiter pour le pouvoir adjudicateur et pour l'acheteur au maximum le risque, j'allais dire, potentiellement réel avec l'entreprise qui innove. Mais par définition, tout achat innovant aujourd'hui peut être considéré comme une relative prise de risque par l'acheteur public. Il doit alors limiter au maximum. Merci Sébastien. Là également une question qui datait aussi de votre début de présentation. Elle m'avait été transmise à 11h12. Quand on parle de mutualisation, parle-t-on de regroupement en termes d'achat ou plus de partage? C'est une vraie question. Une très bonne question, merci à la personne qui l'a posée. C'est-à-dire que pendant longtemps, mutualisation a rimé avec massification. Je crois qu'aujourd'hui, on peut tout à fait, au travers de la mutualisation des achats, qui peut d'ailleurs être la phase amont, le sourcing, la mutualisation d'expertise. La mutualisation ne veut pas obligatoirement dire la procédure en commun et l'achat massifié. On le voit aujourd'hui d'ailleurs, nous, centrales d'achat, qui lions de plus en plus d'accords avec d'autres opérateurs ou d'autres centrales,
exerce un travail fort de prescription, de mélange d'expertise et de sourcing, et qui finalement confie à la centrale d'achat davantage un rôle d'opérateur d'achat qui va, par ses process, sa maîtrise du droit ou ses outils. Donc non, mutualisation ne veut pas systématiquement dire massification, d'ailleurs nous ne l'avons pas évoqué, mais le renforcement du dispositif de l'allotissement doit conduire d'ailleurs à l'issue d'un sourcing pertinent à s'interroger sur l'allotissement le plus pertinent. Donc voilà, donc n'associons pas systématiquement mutualisation et massification. Merci beaucoup. Je passe rapidement à la question suivante. Elle aussi datée, on était encore au début, 11h15. Peut-on considérer comme une faute le fait de ne pas rencontrer tous les opérateurs susceptibles d'être intéressés? Alors, je dirais d'abord qu'à l'impossible, nul n'est tenu. On ne peut pas être comptable d'une condition. Il faut qu'il y ait une intention fautive de la part de l'acheteur, c'est-à-dire volontairement évincer un opérateur. Je dirais que celui d'ailleurs qui pourrait prétendre n'avoir pas été rencontré, il faudrait qu'il établisse que c'est volontairement que l'acheteur ne l'a pas rencontré. On pourrait lui objecter, mais pourquoi ne s'est-il pas manifesté dès l'instant qu'il a eu connaissance de la procédure? La plupart des acteurs publics doivent rendre public leur programme d'appel d'offres ou les consultations qu'ils vont lancer. Et il appartient aussi à un opérateur économique raisonnablement diligent, dit la jurisprudence, raisonnablement diligent de se manifester auprès des acheteurs publics. Par exemple, dans les marchés qui intéressent les cabinets d'architectes, lorsque l'on est un cabinet d'architectes et qu'on a connaissance quand même, on se tient informé des projets des collectivités publiques, on ne pourrait pas opposer à l'acheteur public de ne pas s'être approché de vous, alors même qu'on pourrait établir que vous aviez connaissance du projet futur de la collectivité. Donc, je crois que on ne peut pas a priori considérer que l'acheteur serait en faute. Il ne serait que si matériellement, il a transmis des informations à des opérateurs économiques de manière privilégiée. Et encore une fois, s'il appartient aux acheteurs publics de faire du sourcing, il me semble de bonne méthode que les entreprises puissent aussi être à l'écoute des intentions ou des projets des acheteurs. Juste nous interpeller sur, la jurisprudence le dira peut-être, sur l'éventuel refus d'un acheteur en phase de sourcing de rencontrer une entreprise qui en ferait la demande et qui serait informée, j'allais dire, d'un appel à projet ou d'un projet de sourcing de par l'information ou de par la concurrence. Je crois que jusqu'à maintenant, ce point n'évoquait aucun problème particulier, ce qui veut dire que parfois l'acheteur devra aussi s'assurer qu'il a suffisamment laissé de temps avant le lancement de la procédure pour rencontrer les acteurs représentatifs du marché qu'il compte lancer. Donc je crois qu'il faut, côté acheteur, veiller peut-être, notamment par écrit, à faire attention peut-être au refus clairement exprimé de ne pas voir tel ou tel acteur, parfois davantage non pas volontaire, mais plus pour des raisons d'organisation ou d'absence de moyens ou de temps, ne souhaitant pas parfois retravailler son projet d'appel d'offres à quelques jours de son lancement prévu. Voilà. Donc peut-être une grande vigilance sur ce point un peu nouveau. Merci à tous les deux. Je passe à une question très concrète sur les groupements de commandes que vous avez évoqués en milieu de présentation. Est-il possible d'organiser un groupement de commandes sur des contrats de location? Est-il possible, pourquoi le contrat de location a pour objet de satisfaire un besoin de la personne publique? On ne voit pas ce qui pourrait expliquer que ce type particulier de besoin ne puisse pas être satisfait dans le cadre d'un instrument contractuel qui est prévu par l'ordonnance. Merci. La question suivante, est-ce qu'il est envisageable... Alors,
là aussi, on donne un exemple concret. Est-il envisageable de mutualiser les achats avec un organisme privé? Exemple concret, une entreprise locale de travaux publics recherche des engins de chantier, une mairie également. Réalisation d'un groupement de ces deux besoins pour améliorer les économies d'échelle. Il est tout à fait possible, dans le cadre du groupement de commandes, d'associer des opérateurs privés où cela était déjà permis sous l'empire de l'article 8 du Code, ça l'est également sous l'empire de l'article 28, et il n'y a pas d'obstacle. La réserve que l'on pourrait formuler, c'est que les opérateurs privés sont censés appliquer les règles de l'ordonnance en pareille circonstance. Je voudrais prolonger ce que je disais maintenant sur le contrat de location, et c'est peut-être en filigrane dans la question, est-il possible d'avoir recours à une prestation de location dans le cadre d'un groupement de commande? Peut-être cela procède d'une peut-être méprise ou d'un malentendu sur ce qu'est l'achat public. Je crois que la plupart, enfin, nombre d'acheteurs, peut-être, considèrent que l'achat public suppose l'acquisition en propriété. Or, notamment dans un contexte de contraction des ressources publiques, acheter, au sens du droit de la commande publique, ce n'est pas nécessairement être propriétaire du bien que l'on va acquérir. D'ailleurs, la directive de 1424 dit bien que l'achat public doit être conclu comme l'acquisition d'un bien sans nécessairement transfert de propriété. C'est clairement expliqué. Il n'y a pas nécessairement propriété de la fourniture. En réalité, l'achat public doit être conçu, compris comme un acte de jouissance du bien ou de l'instrument. Et typiquement, la location, c'est un moyen d'avoir la jouissance de la fourniture. Là encore, soyons très clairs, l'achat n'emporte pas nécessairement transfert de propriété. Le crédit bail, la location financière sont des techniques d'achat, et pour autant, ce n'est pas la personne publique qui, in fine, est propriétaire du bien. Merci Guillaume. Alors là, j'ai plusieurs questions de suite où les personnes me demandent des exemples ou des cas concrets. Alors la première était, pouvez-vous nous donner un cas concret d'offre anormalement basse? Cas concret d'offre anormalement basse que nous donne la jurisprudence. Alors je ne préciserai pas quelles sont les collectivités, les acheteurs en cause. Cas concret d'offre basse, c'est l'hypothèse de mettre, de bénéficier de ressources qui sont liées à son activité de service public pour répondre à une consultation. Exemple, les personnes publiques peuvent répondre à des consultations, puisque la jurisprudence du Conseil d'État est très claire à ce égard. Lise attentivement le bon l'arrêt du Conseil d'État Société Armor SNC de décembre 2014, les personnes publiques, les collectivités publiques peuvent répondre à une consultation. Donc elles peuvent se porter candidates à un marché lancé par une autre personne publique. La question, et ce type de réponse est sanctionné sur le terrain des offres anormalement basses, c'est si en répondant, on finance une partie de mon offre avec des moyens qui sont mis à disposition de la personne publique, mais pour toute autre chose que la réponse, c'est-à-dire des moyens liés au service public. Et la jurisprudence a par exemple sanctionné des offres proposées par des services départementaux d'incendie et de secours en matière de transport de patients qui venaient concurrencer le secteur privé, des ambulances par exemple, en considérant que les SDIS proposaient une offre anormalement basse pour une raison très simple, c'est que ce sont les sapeurs-pompiers volontaires qui réalisaient les transports médicalisés de patients. Or, les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas rémunérés de la même manière que les salariés d'une société privée d'ambulance. Là, typiquement, c'est une appréciation au cas par cas. C'est une appréciation au cas par cas que fera le juge, vérifiera si les éléments de financement de l'offre ne créent pas une distorsion de concurrence.
Alors, toujours sur les cas concrets, on me demandait justement un exemple d'utilisation de la clause de réexamen. La clause de réexamen, c'est un dispositif, par hypothèse récent, puisque introduit en droit français à compter du 1er avril 2016, typiquement, offre de prestations de nettoyage, vous avez des emprises immobilières, une collectivité a des emprises immobilières, au moment où elle lance sa consultation, elle a une surface identifiée à nettoyer. Imaginons qu'elle fasse l'acquisition en cours d'exécution du marché de nouveaux bâtiments, par exemple pour installer des services administratifs ou des services techniques. La clause de réexamen prévoit qu'en cas d'acquisition de nouveaux bâtiments, c'est-à-dire lorsque il y a de nouvelles surfaces à nettoyer par un prestataire de nettoyage, eh bien, le dit prestataire devra exécuter la prestation dans des limites fixées. On peut très bien concevoir des strates et des pourcentages d'évolution de surface à nettoyer qui disent finalement si le marché évolue de tant de pourcents en termes de surface à nettoyer, l'exécution du marché interviendra dans telle condition et à telle conditions financières notamment. C'est l'adaptabilité du marché à la vie des collectivités. Examen aussi qu'on peut connaître dans les domaines de fourniture, par l'évolution de produits, technologiquement, sur des marchés à bon de commande, la clause de réexamen prévoyant les conditions d'évolution de gamme de produits ou de produits, j'allais dire, en cours de contrat. Ça peut être le cas peut-être dans des marchés d'audiovisuel, par exemple, de ce qu'on appelle le brun ou le blanc, ou de marchés médicaux, ou peut-être de consommables, où les produits vont sur des marchés de 3 ou 4 ans évoluer, et qu'on prévoit dans cette clause de réexamen les conditions d'évolution de ces produits devant rester toujours à minima, bien sûr, conformes aux exigences du cahier des charges initial. Merci à tous les deux. Je passe à la question suivante. On va malheureusement arriver au terme de cette séance de questions-réponses. Donc, je propose qu'on, si ça vous convient, messieurs, qu'on en survole encore 2 ou 3 quand même. Comment doit-on caractériser un marché comportant à la fois un forfait annuel et des bons de commande? Comment caractériser? Alors, est-ce qu'éventuellement, si notre auditrice est encore en ligne, est-ce qu'elle pourrait apporter quelques précisions sur sa question? On y reviendra si on a le temps dans quelques instants. Je vais en attendant passer à la question suivante. Pouvez-vous préciser les pratiques pour attribuer une commande lorsqu'il y a de multiples attributaires? Alors, lorsqu'il y a de multiples attributaires, c'est l'hypothèse du marché à bon de commande multi-attribué. Je suppose que notre interlocuteur lise cette hypothèse. Lorsque c'est un accord cadre, multi-attribué, il y a une remise en concurrence. Lorsque c'est un marché à bon de commande multi-attribué, eh bien, le marché doit avoir prévu les modalités d'attribution des bons de commande. À cet égard, un certain nombre de règles sont bien connues. L'attribution des bons de commande en cascade, c'est-à-dire on va attribuer le premier bon de commande au numéro 1, puis le deuxième bon de commande au numéro 2, et ainsi de suite. Une fois qu'on sera arrivé au numéro 3, on repassera au numéro 1. Ça peut être l'attribution des bons de commande fonction du montant d'engagement, si celui-ci a été prévu. La règle essentielle, c'est que les modalités d'attribution du bon de commande doivent avoir été précisées a priori. Il n'est pas possible d'organiser une remise en concurrence des attributaires, des titulaires d'un marché à bon de commande en vue de l'émission du bon de commande. C'est une application mécanique de la règle qui a été déterminée de manière objective, transparente et non discriminatoire. Je renverrai ici qui peut permettre à l'excellente fiche technique de la direction des affaires juridiques sur le marché à bon de commande qui explique très bien le dispositif. Cette multi-attribution, d'ailleurs, étant souvent utilisée pour prévenir un risque de monopole ou de défaillance dans l'exécution d'un marché, considérant que l'attribution à un seul acteur
de l'ensemble des bons de commande serait de nature à mettre en risque l'entreprise elle-même d'ailleurs, peut-être, mais surtout l'acheteur en matière de sécurité d'approvisionnement. Ce sont des domaines que l'on rencontre assez fréquemment dans le recours à la multi-attribution qui doit être parfaitement organisée et prévue, comme le dit Guillaume, au sein du dossier de consultation des entreprises. Merci beaucoup. Une avant-dernière question, de nouveau sur les groupements de commandes. Peut-on passer un groupement de commandes avec une SATT, Société d'accélération de transfert de technologie? C'est-à-dire la société serait membre du groupement ou serait titulaire du marché dans le cadre de ce groupement? Oui, je pense qu'elle dit oui à la première proposition. J'ai vu ça. Membre du groupement. Membre du groupement. Encore une fois, le groupement peut être conclu par, enfin peut être constitué entre des acheteurs soumis à l'ordonnance et des opérateurs privés dès l'instant qu'ils se soumettent aux règles de l'ordonnance. Merci beaucoup. Je passe à la dernière question qui n'est pas réellement une question d'ailleurs, qui va peut-être nous amener à la conclusion. Quelle est votre position sur la multiplication des vérifications administratives imposées aux candidats, notamment l'extrait de casier judiciaire exigé a priori au stade de la consultation? Oui, je vois que c'est un sujet lancinant pour les opérateurs, pour les acheteurs. Il me semble que des évolutions pourraient intervenir en la matière. Je crois qu'il faut comprendre l'esprit du dispositif comme permettant à l'acheteur d'être certain que l'opérateur économique qui va exécuter son marché n'est pas dans une situation de délicatesse ou une situation inconfortable au regard de l'ensemble des règles. Il s'agisse des règles en termes de fiscalité, en termes sociaux ou tout autre type de règles. Donc, c'est un dispositif peut-être un peu lourd, il ne faut pas le comprendre comme une intrusion dans la vie des entreprises et de ses dirigeants. Très bien, merci beaucoup. Malheureusement, on arrive à la fin du temps dont nous disposions pour cette webconférence. Je vais devoir mettre un terme à cette séance de questions-réponses. On a d'ailleurs déjà largement dépassé. Pour tous ceux qui n'auraient pas eu de réponse à leurs questions ou qui auraient des questions qui arriveraient un petit peu plus tard, sachez que VK continue à vous accompagner par le biais de son service VK Ligne Expert, que vous voyez apparaître à l'écran, un service qui vous permet de poser directement vos questions par téléphone à des experts du secteur public et d'obtenir des réponses immédiates. Pour plus de détails sur ce service, VK Ligne Expert, ou également sur notre millésime Optimiser vos achats publics, dont je vous ai parlé en tout début de présentation, rendez-vous sur notre site vk.fr ou directement auprès de notre service relations clientèle au 01 53 35 17 17. Merci à tous pour votre attention. Encore, surtout, un grand merci à Guillaume et Sébastien qui nous ont accompagnés pour la deuxième fois aujourd'hui, toujours avec autant de succès puisque vous étiez extrêmement nombreux à nous suivre aujourd'hui et à participer. Je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour un prochain rendez-vous et vous souhaite à tous une excellente journée. Merci, messieurs. Bonne journée à tous. Bonne journée à tous.